Quand j'ai ouvert ce petit bout de papier froissé, je n'aurais jamais imaginé que ces quelques mots griffonnés par ma fille changeraient tout. Fait semblant d'être malade et part. Je l'ai regardée, confuse, et elle a seulement secoué la tête frénétiquement, me suppliant de la croire. Ce n'est qu'après que j'ai découvert pourquoi. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre dans notre maison de Versailles, en banlieue parisienne. Cela faisait un peu plus de 2 ans que j'avais épousé Luc, un homme d'affaires prospère que j'avais rencontré après mon divorce. Notre vie semblait parfaite aux yeux de tous. Une maison confortable, de l'argent à la banque, et ma fille, Chloé, avait enfin la stabilité dont elle avait tant besoin. Chloé a toujours été une enfant observatrice. Trop silencieuse pour ses 14 ans, elle semblait tout absorber autour d'elle comme une éponge. Au début, sa relation avec Luc a été difficile, comme on peut s'y attendre de la part d'une adolescente face à un beau-père. Mais avec le temps, il semblait avoir trouvé un équilibre. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce samedi matin-là, Luc avait invité ses associés pour un apéritif dînatoire à la maison. C'était un événement important. Ils allèrent discuter de l'expansion de l'entreprise, et Luc était particulièrement anxieux de les impressionner. J'ai passé toute la semaine à tout préparer, du menu aux plus petits détails de la décoration. J'étais dans la cuisine, en train de finir la salade, quand Chloé est apparue. Son visage était pâle, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'ai pas pu identifier tout de suite. De la tension, de la peur. « Maman !» murmura-t-elle en s'approchant comme pour ne pas attirer l'attention. « Il faut que je te montre quelque chose dans ma chambre. » Luc est entré dans la cuisine à ce moment-là, ajustant sa cravate de marque. Il s'habillait toujours impeccablement, même pour des événements informels à la maison. « Qu'est-ce que vous chuchotez toutes les deux ?» demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Rien d'important, » répondis-je automatiquement. « Chloé me demande juste de l'aide pour un devoir. Bien, sois rapide, » dit-il en consultant sa montre. « Les invités arrivent dans 30 minutes et j'ai besoin que tu sois là pour les accueillir avec moi. » J'ai hoché la tête en suivant ma fille dans le couloir. À peine entrée dans sa chambre, elle a fermé la porte rapidement, presque avec un mouvement trop brusque. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu me fais peur. » Chloé n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a pris un petit bout de papier de son bureau et l'a mis dans mes mains, en regardant nerveusement vers la porte. J'ai déplié le papier et j'ai lu les mots écrits à la hâte. « Fais semblant d'être malade et pars maintenant. »« Chloé, c'est quoi cette blague ?» demanda-je, confuse et un peu agacée. Nous n'avions pas le temps pour des jeux, pas avec les invités sur le point d'arriver. Ce n'est pas une blague. Sa voix n'était qu'un murmure. « S'il te plaît, maman, fais-moi confiance. Tu dois sortir de cette maison maintenant. Invente n'importe quoi. Dis que tu te sens mal, mais pars. » Le désespoir dans ses yeux me paralysa. Durant toutes mes années de mère, je n'avais jamais vu ma fille aussi sérieuse, aussi effrayée. « Chloé, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a de nouveau regardé vers la porte, comme si elle craignait que quelqu'un écoute. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Je te promets que je te dirai tout après, mais maintenant tu dois me faire confiance, s'il te plaît. » Avant que je puisse insister, nous avons entendu des pas dans le couloir. La poignée de la porte a tourné et Luc est apparu, son visage maintenant visiblement irrité. « Qu'est-ce qui prend autant de temps ? Les premiers invités viennent d'arriver. » J'ai regardé ma fille, dont les yeux suppliaient silencieusement. Alors, sur une impulsion que je ne pouvais pas expliquer, j'ai décidé de lui faire confiance. « Je suis désolé, Luc, » dis-je en portant la main à mon front. « Je me sens soudain un peu étourdi. Je crois que c'est ma migraine. » Luc fronça les sourcils. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Juste maintenant, Hélène, tu allais parfaitement bien il y a 5 minutes. »« Je sais, c'est venu d'un coup, » expliquai-je en essayant de paraître réellement indisposé. « Vous pouvez commencer sans moi. Je vais prendre un cachet et m'allonger un peu. » Pendant un moment tendu, j'ai cru qu'il allait discuter. Mais la sonnette a retenti et il a semblé décider que s'occuper des invités était plus important. « D'accord, mais essaie de nous rejoindre dès que possible, » dit-il en sortant de la chambre. À peine nous sommes-nous retrouvés seuls, Chloé m'a pris les mains. « Tu ne vas pas t'allonger. On va sortir d'ici tout de suite. Dis que tu dois aller à la pharmacie, acheter un remède plus fort. Je viens avec toi. » Chloé, c'est absurde. Je ne peux pas simplement abandonner nos invités. Maman, sa voix tremblait. Je t'en supplie, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de ta vie. Il y avait quelque chose de si brut, de si authentique dans sa peur, que j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Qu'est-ce qui pouvait avoir autant effrayé ma fille? Que savait-elle que j'ignorais?
J'ai rapidement pris mon sac et les clés de la voiture. Nous avons trouvé Luc dans le salon, conversant vivement avec deux hommes en costume. « Luc, excuse-moi, l'interrompis-je. Mon mal de tête empire. Je vais à la pharmacie chercher quelque chose de plus fort. Chloé m'accompagne. » Son sourire se figea un instant avant de se tourner vers les invités avec une expression de résignation. « Ma femme ne se sent pas bien, expliqua-t-il. « Revenez vite, ajouta-t-il en se tournant vers moi, son ton désinvolte, mais ses yeux transmettant quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Quand nous sommes montés dans la voiture, Chloé tremblait. « Conduis, maman, dit-elle en regardant vers la maison, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de terrible se produise à tout moment. « Pars loin d'ici, je t'expliquerai tout en chemin. » J'ai démarré la voiture, 1000 questions tourbillonnant dans mon esprit. Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour que ma fille agisse ainsi? C'est quand elle a commencé à parler que mon monde entier s'est effondré. « Luc essaie de te tuer, maman, » dit-elle, les mots sortant comme un sanglot contenu. « Je l'ai entendu hier soir au téléphone parler de mettre du poison dans ta tisane. » J'ai freiné brusquement, manquant de peu de percuter l'arrière d'un camion arrêté au feu rouge. Mon corps entier s'est figé, et pendant un moment, je ne pouvais plus respirer, encore moins parler. Les mots de Chloé semblaient absurdes, sortis d'un mauvais film à suspense. « Quoi, Chloé? Ce n'est pas drôle du tout, » réussis-je finalement à dire, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. « Tu crois que je plaisanterais avec quelque chose comme ça ?» Ses yeux étaient pleins de larmes, son visage tordu dans une expression mêlant peur et colère. « J'ai tout entendu, maman, tout. » Minus got one. Un conducteur derrière nous a klaxonné et j'ai réalisé que le feu était passé au vert. J'ai automatiquement appuyé sur l'accélérateur, conduisant sans destination, juste pour nous éloigner de la maison. « Raconte-moi exactement ce que tu as entendu, » demanda-je, essayant de garder mon calme, sentant toujours mon cœur battre contre mes côtes comme un animal en cage. Chloé prit une profonde inspiration avant de commencer. « Hier soir, je suis descendu boire de l'eau. Il était tard, être 2 heures du matin. La porte du bureau de Luc était entr'ouverte et la lumière était allumée. Il parlait au téléphone, en chuchotant. Elle fit une pause, comme pour rassembler son courage. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose pour l'entreprise, tu sais. Mais ensuite, il a dit ton nom. Mes doigts se crispèrent si fort sur le volant que mes jointures blanchirent. Il a dit « Tout est prévu pour demain. Hélène boira sa tisane comme elle le fait toujours pendant ces événements. Personne ne se doutera de rien. Ça ressemblera à une crise cardiaque, tu me l'as assuré. » Et puis il a ri, maman. Il a ri comme s'il parlait de la météo. J'ai senti mon estomac se nouer. Cela ne pouvait pas être vrai. Luc, l'homme avec qui je partageais mon lit, ma vie, planifiant de me tuer. C'était trop absurde. Peut-être que tu as mal compris, suggérai-je, cherchant désespérément une explication alternative. Peut-être qu'il s'agissait d'une autre Hélène, ou peut-être que c'était une sorte de métaphore pour quelque chose lié aux affaires. Chloé secoua la tête avec véhémence. Non, maman, il parlait de toi, de la réception d'aujourd'hui. Il a dit qu'avec toi hors du tableau, il aurait un accès total à l'argent de l'assurance et à la maison. Elle hésita avant d'ajouter. Et il a mentionné mon nom aussi. Il a dit qu'après, il s'occuperait de moi d'une manière ou d'une autre. Un froid glacial me parcourut l'échine. Luc avait toujours été si affectueux, si attentionné. Comment avais-je pu me tromper à ce point? Comment n'avais-je rien remarqué? Pourquoi ferait-il ça? Murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. L'assurance vie, maman. Celle que vous avez souscrite il y a 6 mois. Tu te souviens? 1 million d'euros. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'assurance. Bien sûr. Luc avait tellement insisté sur cette assurance, disant que c'était pour me protéger, pour assurer mon avenir au cas où il lui arriverait quelque chose. Mais maintenant, sous cette nouvelle lumière sinistre, je réalisais que c'était le contraire depuis le début. Il y a plus, continua Chloé, sa voix presque un murmure maintenant. Après avoir raccroché, il a commencé à regarder des papiers. J'ai attendu qu'il sorte et je suis entré dans le bureau. Il y avait des documents sur ses dettes, maman. Beaucoup de dettes. On dirait que l'entreprise est au bord de la faillite. J'ai arrêté la voiture sur le bas-côté, incapable de continuer à conduire avec l'esprit dans un tel tourbillon. Luc était en faillite. Comment pouvais-je l'ignorer? Il parlait toujours de la prospérité des affaires, de notre sécurité financière. J'ai aussi trouvé ça, dit Chloé en sortant un papier plié de sa poche. C'est un relevé d'un autre compte en banque, à son nom. Il y transfère de l'argent depuis des mois, de petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons.
Je pris le papier avec des mains tremblantes. C'était vrai. Un compte dont j'ignorais totalement l'existence, accumulant ce qui semblait être notre argent. Mon argent, en fait, provenant de la vente de l'appartement que j'avais hérité de mes parents. La réalité a commencé à se cristalliser, cruelle et indéniable. Luc n'était pas seulement en faillite, il me volait systématiquement depuis des mois, probablement depuis le début de notre mariage. Et maintenant, avec les dettes qui s'accumulaient et moins d'argent à détourner, il avait décidé que je valais plus morte que vive. Mon Dieu, chuchotai-je nauséeuse. Comment ai-je pu être si aveugle? Chloé posa sa main sur la mienne, un geste de réconfort qui semblait absurdement mature venant d'une adolescente de 14 ans. Ce n'est pas ta faute, maman. Il a trompé tout le monde, même moi, pendant un certain temps. Soudain, une idée terrible me vint à l'esprit. Chloé, as-tu pris ces documents de son bureau? Et s'il se rend compte qu'il manque? Et s'il soupçonne que tu sais? La peur revint dans ses yeux. J'ai pris des photos avec mon téléphone et j'ai tout remis en place. Je pense qu'il ne s'en rendra pas compte. Mais même en le disant, elle ne semblait pas totalement convaincue, et moi non plus. Luc était méticuleux, observateur. Si quelque chose n'était pas à sa place, il le remarquerait. « Il faut appeler la police », décidai-je en prenant mon téléphone. « Et dire quoi ?» questionna Chloé. « Que tu l'as entendu parler de te tuer au téléphone, que nous avons trouvé des documents montrant qu'il détourne de l'argent. Nous n'avons pas de preuves réelles, maman. » Elle avait raison, bien sûr. C'était notre parole contre la sienne. Un homme d'affaires respecté contre une ex-femme hystérique et une adolescente à problème. Je pouvais déjà imaginer comment l'histoire serait déformée. Pendant que nous envisagions nos options, mon téléphone vibra. Un message de Luc. « Où êtes-vous? Les invités demandent après toi. » Un autre frisson me parcourut l'échine. Son message semblait si normal, si banal, comme s'il n'avait pas prévu de me tuer quelques heures plus tôt. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Chloé, la voix tremblante. C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Nous ne pouvions pas rentrer à la maison, c'était clair. Mais nous ne pouvions pas non plus simplement disparaître sans plan. Luc avait des ressources, des contacts. Si nous fuyions sans réfléchir, il nous retrouverait éventuellement. D'abord, il nous faut des preuves, décidai-je finalement. Des preuves concrètes que nous pouvons présenter à la police. Comment ça? Comme le poison qu'il avait l'intention d'utiliser aujourd'hui. Le plan qui commençait à se former dans mon esprit était risqué, peut être même téméraire. Mais alors que la terreur initiale laissait place à une rage froide et calculatrice, je savais que nous devions agir. Et vite. On y retourne, annonçai-je en tournant la clé dans le contact. Quoi? Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de panique. Maman, tu es devenue folle, il va te tuer. Pas si je le piège en premier, répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Pense avec moi, Chloé. Si nous partons maintenant sans preuve, que se passe-t-il? Luc prétendra que j'ai eu une crise, que je t'ai emmené sur une impulsion irrationnelle. Avec le temps, il nous trouvera et nous serons encore plus vulnérables. Je fis un demi-tour brusque, retournant en direction de notre maison. Nous avons besoin de preuves concrètes. Le poison qu'il prévoit d'utiliser aujourd'hui est notre meilleure chance. Si nous parvenons à le trouver, nous aurons quelque chose de tangible à montrer à la police. Chloé me regarda fixement, son visage un mélange de peur et d'admiration. Mais comment allons-nous faire sans qu'ils s'en aperçoivent? Nous allons maintenir la supercherie. Je dirais que je suis passé à la pharmacie, que j'ai pris un analgésique et que je me sens un peu mieux. Toi, tu iras directement dans ta chambre, en feignant d'être également indisposé. Pendant que je distrais Luc et les invités, tu fouilleras dans le bureau aux endroits où tu l'as vu chercher récemment. Chloé hocha lentement la tête, son regard déterminé malgré la peur évidente. Et si je trouve quelque chose? Ou pire, s'il se rend compte de ce qu'on fait? J'ai dégluti, essayant de ne pas laisser ma propre peur transparaître. Envoie un message avec le mot « maintenant ». Si je le reçois, j'inventerai une excuse, et nous partirons immédiatement. Si tu trouves quelque chose, prends des photos, mais ne prends rien. Nous ne pouvons pas risquer qu'ils se rendent compte que quelque chose manque. Alors que nous approchions de la maison, je sentais mon cœur battre de plus en plus fort. J'étais sur le point d'entrer dans la gueule du loup, sachant maintenant que l'homme que j'appelais mon mari prévoyait de me tuer. La pensée était si surréaliste qu'elle ressemblait presque à un cauchemar. Un cauchemar dont je voulais désespérément me réveiller. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai remarqué qu'il y avait plus de voitures qu'à notre départ. Tous les invités étaient arrivés. « Souviens-toi du plan », dis-je à Chloé alors que nous marchions vers la porte. « Agis naturellement. Si à un moment donné tu sens que tu es en danger, sors de la maison immédiatement. Va chez Madame Dubois, la voisine. Compris ?
Ma fille hocha la tête, me serrant brièvement la main avant d'entrer. Le brouhaha des conversations et des rires nous accueillit dès que nous avons ouvert la porte. Dans le salon, une dizaine de personnes discutaient vivement, des coupes de champagne à la main. Luc était au centre, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Quand il nous vit, son sourire vacilla un instant avant de se ressaisir. « Ah, vous voilà de retour !» s'exclama-t-il en s'approchant et en passant un bras autour de ma taille. Son contact, autrefois réconfortant, me causait maintenant de la répulsion. « Tu te sens mieux, ma chérie ?»« Un peu », répondis-je en forçant un sourire. « Le médicament commence à faire effet. C'est bon à entendre. » Il se tourna vers Chloé. « Et toi, ma petite, tu as l'air un peu pâle. »« J'ai aussi mal à la tête », murmura Chloé, jouant son rôle à la perfection. « Je crois que je vais aller m'allonger un peu. »« bien sûr, dit Luc, son inquiétude si convaincante que si je ne savais pas la vérité, j'y aurais cru complètement. « Repose-toi. Si tu as besoin de quelque chose, nous sommes en bas. » Chloé monta les escaliers et je me joignis aux invités, acceptant un verre d'eau que Luc m'offrit. Je refusai le champagne, prétextant qu'il ne se mélangerait pas avec le médicament. « Pas de tisane aujourd'hui ?» demanda-t-il nonchalamment, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Je ne crois pas, » répondis-je en gardant un ton léger. « J'essaie d'éviter la caféine quand j'ai une migraine. » Quelque chose s'assombrit dans ses yeux un bref instant, mais disparut rapidement, remplacé par son charme habituel. « Sage décision de ta part. Viens, je veux te présenter à quelqu'un. » Pendant que Luc me guidait parmi les invités, je gardais un sourire figé sur mon visage, bien qu'à l'intérieur, j'étais en alerte maximale. Chaque fois qu'il touchait mon bras ou mon dos, je devais lutter contre l'envie de m'écarter. Chaque sourire qu'il me lançait semblait maintenant chargé de sinistres sous-entendus. « Hélène est professeure d'université », disait-il à l'un de ses associés, sa fierté apparemment sincère. « Littérature française, un esprit brillant. » C'était surréaliste d'entendre ces éloges, sachant qu'en coulisses, il planifiait ma fin. Combien de fois m'avait-il complimenté ainsi, tout en complotant secrètement contre moi? Combien de fois son « je t'aime » avait-il été un masque pour « je veux ton argent ». Discrètement, je vérifiais mon téléphone. Aucun message de Chloé pour le moment. Cela signifiait qu'elle cherchait encore ou qu'elle n'avait rien trouvé de suspect. Environ 20 minutes plus tard, alors que Luc et moi discussions avec un couple de la situation économique du pays, mon téléphone vibra. Un seul mot sur l'écran. Maintenant. Mon sang se glaça. Nous devions partir immédiatement. « Excusez-moi, dis-je au groupe en forçant un sourire. Je dois vérifier comment va Chloé. » Avant que Luc ne puisse protester, je m'éloignai rapidement, montant les escaliers presque en courant. Je trouvais Chloé dans sa chambre, le visage pâle comme du papier. « Il arrive », chuchota-t-elle en agrippant mon bras. Je l'ai entendu monter les escaliers et j'ai couru ici. « Tu as trouvé quelque chose ?» demandai-je rapidement, l'attirant déjà vers la porte. « Oui, dans le bureau. Un petit flacon sans étiquette caché dans le tiroir du bureau. J'ai pris des photos. » Nous n'eûmes pas le temps d'en dire plus. Nous entendîmes des pas dans le couloir, puis la voix de Luc. « Hélène, Chloé, vous êtes là. » J'échangeai un regard rapide avec ma fille. Nous ne pouvions pas sortir par le couloir maintenant. Il nous verrait. La fenêtre de la chambre donnait sur l'arrière de la maison, mais nous étions au premier étage. Une chute dangereuse. « Restez où vous êtes, » chuchotai-je. « On va faire comme si on discutait. » La porte s'ouvrit et Luc entra, son regard se fixant immédiatement sur le visage effrayé de Chloé. « Tout va bien par ici ?» demanda-t-il, son ton désinvolte, mais ses yeux alertes, méfiants. « Oui », répondis-je, essayant de paraître normal. « Chloé a encore mal à la tête. Je suis venu voir si elle avait besoin de quelque chose. » Luc nous étudia un moment, ses yeux se plissant légèrement. « Je comprends. Et toi, ma chérie? La douleur s'est un peu améliorée? Un peu, mentissier. Je pense que je peux retourner à la fête maintenant. » Il sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Excellent. D'ailleurs, j'ai préparé cette tisane spéciale que tu aimes tant. Elle t'attend dans la cuisine. Mon estomac s'est tordit. » La tisane, le piège qu'il avait mentionné au téléphone. « Merci, mais je pense que je vais passer mon tour pour aujourd'hui. Le médicament. »« J'insiste, » interrompit-il, son ton toujours amical, mais avec une nouvelle fermeté. « C'est un nouveau mélange que j'ai commandé spécialement pour toi. Ça aide avec les maux de tête. » Wen. Je réalisais alors à quel point notre situation était dangereuse. Si je refusais trop véhémentement, j'éveillerais les soupçons. Si je buvais la tisane, je mourrais. « D'accord », acceptai-je finalement, essayant de gagner du temps.
Je reste juste quelques minutes de plus avec Chloé. Luc hésita un moment, comme s'il débattait intérieurement, avant d'acquiescer. Ne tarde pas trop, les invités demandent après toi. À peine fut-il sorti, fermant la porte derrière lui, Chloé et moi échangeâmes des regards alarmés. La tisane, chuchota-t-elle. Il va insister pour que tu la boives. Je sais, répondis-je, sentant la panique grandir. Nous devons sortir d'ici maintenant. Par la fenêtre s'il le faut. Mais alors que nous envisagions notre fuite, j'entendis quelque chose qui me glaça. Le son d'une clé tournant dans la serrure, nous enfermant de l'extérieur. Luc ne nous surveillait pas seulement, il nous avait piégés. Il nous a enfermés, s'exclama Chloé, en courant vers la porte et en essayant de l'ouvrir en vain. La panique menaçait de me paralyser, mais je me forçais à penser rationnellement. Si Luc nous avait enfermés, cela signifiait qu'il se doutait de quelque chose. Peut-être avait-il réalisé que son bureau avait été fouillé, ou peut-être la peur dans nos yeux nous avait-elle trahis. La fenêtre, décidai-je en me déplaçant rapidement vers elle. C'est notre seule issue maintenant. J'ai ouvert le rideau et j'ai regardé en bas. Il y avait une chute d'environ 5 mètres jusqu'à la pelouse arrière. Pas mortelle, certes, mais assez dangereuse pour causer de graves blessures si nous ne faisions pas attention. « C'est trop haut, maman », dit Chloé, son visage tordu de peur. « Je sais, ma chérie, mais nous n'avons pas le choix. » Je regardais autour de la pièce, cherchant quelque chose qui pourrait nous aider. Mes yeux se posèrent sur la couette du lit. On peut s'en servir comme d'une corde improvisée. Rapidement, j'arrachai la couette et commençai à l'attacher à la base lourde du bureau. Elle ne serait pas assez longue pour nous amener jusqu'au sol, mais elle réduirait considérablement la hauteur de la chute. « Maman !» appela Chloé à voix basse en désignant la porte. Il revient. Entendant l'oreille, je réalisais qu'elle avait raison. Des pas se rapprochaient dans le couloir. Luc revenait, et quelque chose me disait que ce n'était pas pour vérifier notre bien-être. « Vite !» chuchotai-je en finissant le nœud au bureau et en jetant la couette par la fenêtre. « Tu passes la première. Descends le plus bas possible sur la couette, puis lâche. Essaie de tomber sur tes genoux et roule pour répartir l'impact. » Chloé hésita juste une seconde avant de se positionner à la fenêtre, les jambes dehors. Les pas étaient plus proches. Maintenant, nous entendions la clé s'insérer dans la serrure. « Vas-y !» ordonnai-je, l'aidant à tenir fermement la couette. Avec une agilité surprenante, Chloé commença à descendre, utilisant la couette comme une corde improvisée. Je l'observais anxieusement, alors qu'elle atteignait le bout du tissu, encore à environ 2 mètres du sol. « Lâche maintenant !» lui ordonnai-je, voyant la porte commencer à s'ouvrir. Chloé lâcha la couette et tomba sur la pelouse, roulant comme je le lui avais indiqué. Pendant un instant terrible, j'ai cru qu'elle s'était blessée, mais je la vis bientôt se relever, faisant un geste pour indiquer qu'elle allait bien. Il n'y avait plus de temps. Luc entrait dans la chambre. Sans réfléchir, j'attrapai la couette et me lançai par la fenêtre, glissant le long du tissu si rapidement que je me brûlais les mains. Quand j'atteignis le bout, j'entendis un cri furieux venant de la chambre. « Hélène !» La voix de Luc, méconnaissable de rage, me fit lâcher la couette sans hésiter. Je tombai maladroitement sur la pelouse, sentant une douleur aiguë dans ma cheville gauche, mais l'adrénaline était telle que j'enregistrais à peine la douleur en me relevant immédiatement. « Cours !» criai-je à Chloé, qui se tenait à quelques mètres de là, regardant vers le haut avec horreur. Suivant mon regard, je vis Luc à la fenêtre, son visage contorsionné en un masque de fureur. Pendant un moment terrifiant, j'ai cru qu'il allait sauter derrière nous, mais il disparut de notre champ de vision. « Il va descendre par les escaliers », l'alertai-je en saisissant la main de Chloé. « Il faut être rapide. » Nous avons couru à travers le jardin arrière, boitant légèrement à cause de la douleur à ma cheville, en direction du muret bas qui séparait notre propriété de la rue latérale. Chloé sauta la première et je la suivis avec difficulté, sentant une vive douleur lorsque j'atterris de l'autre côté. « Où allons-nous » demanda Chloé, haletante. Je regardai rapidement autour de moi, évaluant nos options. Notre maison était dans une résidence privée, mais peu surveillée. La loge du gardien principal était à environ 500 mètres, mais à ce stade, Luc aurait déjà alerté les gardes, inventant probablement une histoire sur sa femme mentalement instable fuyant avec sa fille adolescente. Par là, décidai-je, en désignant un bosquet d'arbres menant à une zone plus boisée de la résidence. On peut couper par le bois et sortir par l'entrée de service. Alors que nous courions, j'entendis le bruit de portes qui claquent et des voix fortes. Luc avait alerté les invités, transformant notre fuite en un spectacle public. Je l'imaginais feignant l'inquiétude,
disant quelque chose comme « Ma femme ne va pas bien, elle a des épisodes comme ça parfois. S'il vous plaît, aidez-moi à la trouver. » Cette pensée me donna le courage d'ignorer la douleur et de courir plus vite. Nous avons atteint le bois, un petit refuge naturel que les résidents utilisaient pour des promenades. À cette heure de la journée, il était désert, ce qui était une bénédiction. Nous suivîmes un sentier étroit, essayant de rester silencieuses tout en avançant. Les photos, me suis-je souvenu en regardant Chloé. Tu as encore les photos du flacon? Elle hocha la tête, sortant son téléphone de sa poche pour me les montrer. L'écran de Chloé montrait des images d'un petit flacon ambré sans étiquette, caché parmi des documents dans le tiroir du bureau de Luc. Il était si commun, si anonyme, qu'il passerait inaperçu pour n'importe qui. Mais je savais que c'était là que se trouvait l'arme que mon mari prévoyait d'utiliser contre moi. « Il y a plus », dit Chloé, en faisant glisser son doigt sur l'écran pour montrer d'autres photos. J'ai trouvé ça aussi. L'image suivante montrait une feuille avec l'écriture incomparable de Luc. Une liste avec des horaires et des observations. 10h30, arrivée des invités. 11h45, servir la tisane. Effet dans 15-20 minutes, paraître inquiet. Appeler le SAMU à 12h10, trop tard. Mon estomac se noua. C'était un calendrier détaillé de ma mort, planifié comme on organise une réunion de travail. Froid, méthodique, de sa propre main. Mon Dieu, chuchotai-je, il allait vraiment me tuer aujourd'hui. Nous entendîmes des voix lointaines se rapprocher à travers le bois. La recherche était arrivée jusqu'ici. « Viens !» insistai-je, en tirant Chloé par la main. La porte de service doit être proche. Nous continuâmes à courir, maintenant hors du sentier, entre les arbres et les buissons, essayant de nous tenir à l'écart des voix. Ma cheville me lançait à chaque pas, mais la peur était un anesthésique puissant. Finalement, nous aperçûmes la petite porte en métal que les employés utilisaient pour entrer et sortir de la résidence. « Elle est verrouillée », constatai-je, en essayant de la pousser sans succès. Chloé regarda autour d'elle, désespérée, jusqu'à ce que ses yeux s'illuminent d'une idée. « Maman, ton badge de la résidence, on peut le passer sur le lecteur. » Rapidement, je pris mon sac et sortis la carte que nous utilisions pour entrer et sortir. Je la passai sur le lecteur en priant pour que ça fonctionne. La lumière verte s'alluma et la porte se déverrouilla avec un clic. Nous sommes sortis dans une rue étroite et tranquille à l'arrière de la résidence, loin de l'entrée principale. C'était un quartier résidentiel ordinaire, avec des maisons simples et quelques commerces. Personne dans les rues, à cette heure du samedi. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Chloé, tenant toujours ma main fermement. Je réfléchis rapidement. Nous ne pouvions pas aller chez des amis ou de la famille. Ce seraient les premiers endroits où Luc nous chercherait. Nous avions besoin d'un endroit anonyme, temporaire. On va prendre un taxi jusqu'au Forum des Halles, décidai-je. De là, on pourra mieux réfléchir et aller au commissariat. Nous marchâmes rapidement jusqu'à une avenue plus grande, où nous réussîmes à héler un taxi. Le chauffeur nous regarda avec curiosité. Deux femmes haletantes, aux vêtements froissés et aux expressions effrayées, mais il ne posa pas de questions quand je lui demandai de nous emmener au centre commercial le plus proche. Pendant le trajet, Chloé posa sa tête sur mon épaule, tremblant légèrement. « Ça va, ma chérie ?» demanda-je à voix basse, lui caressant les cheveux. « J'ai peur, avoua-t-elle. Et s'il nous trouve, il ne nous trouvera pas, assurai-je avec plus de confiance que je n'en ressentais réellement. Nous irons à la police. Avec les preuves que tu as obtenues, ils nous protégeront. Au centre commercial, je cherchais un endroit discret où nous pourrions nous asseoir. Une cafétéria au premier étage semblait idéale, assez fréquentée pour ne pas attirer l'attention, mais pas trop bondée. Nous commandâmes 2 chocolats chauds et nous nous assîmes dans un coin reculé. « Il faut appeler la police maintenant », dis-je en prenant mon téléphone. C'est alors que je remarquai les dizaines d'appels manqués et de messages de Luc. Les mains tremblantes, j'ouvris le dernier message. « Hélène, s'il te plaît, rentre à la maison. Je suis très inquiet pour toi et pour Chloé. Si c'est à cause de notre dispute d'hier, on peut en parler. Ne fais rien d'impulsif. Je t'aime. » La fausseté de ces mots me causa une nouvelle vague de nausées. Il était en train de construire son récit, de créer des preuves que j'étais instable, inventant peu, être même une dispute qui n'avait jamais eu lieu. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Chloé, observant mon expression. « Il se crée un alibi, répondis-je en lui montrant le message. Il va prétendre que j'ai eu une sorte de crise, que j'ai tout imaginé. » Un autre message arriva. « J'ai appelé la police. Ils vous cherchent. Ils sont inquiets pour vous deux. S'il te plaît, Hélène, pense à Chloé. » Mon sang se glaça. Il avait impliqué la police
mais pas en tant que victime, mais en tant que mari inquiet d'une femme émotionnellement instable. Ça complique tout, murmurai-je. Si la police nous cherche sur la base de son histoire. Chloé me regarda avec des yeux effrayés. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Nous avions besoin d'aide, de quelqu'un qui croirait en nous et pourrait nous soutenir contre les accusations de Luc. Je vais appeler Maître Sophie Laurent, décidai-je finalement. Maître Sophie Laurent était mon amie de l'université et maintenant avocate pénaliste. Nous ne nous parlions pas souvent, mais nous restions en contact. S'il y avait quelqu'un qui pouvait nous guider en ce moment, c'était elle. Je composai son numéro en priant pour qu'elle réponde un samedi. « Sophie, c'est Hélène », dis-je dès qu'elle décrocha. « J'ai un problème sérieux. J'ai besoin de ton aide. » Dans les 20 minutes qui suivirent, je lui expliquai tout. La note de Chloé, la conversation que ma fille avait entendue, les photos du flacon et du calendrier, notre fuite désespérée. Sophie écouta sans interrompre, ne posant que des questions précises pour clarifier des détails. « Où êtes-vous maintenant » demanda-t-elle finalement. « Au Forum des Halles » répondis-je, dans la cafétéria du premier étage. « Restez là » ordonna-t-elle. « Je viens vous chercher. J'arrive dans 30 minutes. Ne parlez à personne, surtout pas aux policiers, jusqu'à ce que j'arrive. Compris ?»« Oui » acceptai-je, ressentant un soulagement momentané. « Merci, Sophie. » After minute bring. Pendant que nous attendions, Chloé et moi restâmes en silence, observant nerveusement les gens autour de nous. Chaque homme qui entrait dans la cafétéria me faisait sursauter, craignant de voir le visage de Luc. « Comment savais-tu » demandai-je finalement à Chloé, tenant ses mains sur la table. « Comment as-tu réalisé que quelque chose n'allait pas avant même d'entendre cette conversation ?» Chloé baissa les yeux hésitante. « Je me méfiais déjà de lui depuis un certain temps, maman, » avoua-t-elle. « Des petites choses. La façon dont il te regardait quand il pensait que personne ne le voyait, froid, calculateur. Et comment il devenait nerveux quand tu mentionnais l'argent de la vente de l'appartement. J'ai dégluti, réalisant combien de signes j'avais ignorés, étant si impliquée, si aveuglément amoureuse. Une fois, continua Chloé, je l'ai entendu parler au téléphone de la façon dont le plan prenait plus de temps que prévu. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était pour le travail. Mais après avoir entendu la conversation d'hier soir, tout a commencé à prendre sens. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, ma chérie? Parce que je n'étais pas sûr, et j'hésitais. Tu semblais heureuse avec lui, maman. Après tout ce que nous avons traversé avec papa, je ne voulais pas gâcher ton bonheur à cause de soupçons qui n'étaient peu, être que dans ma tête, jusqu'à hier soir, quand j'ai été sûr. Des larmes coulèrent sur mon visage, alors que la vérité me frappait de plein fouet. Ma fille adolescente avait perçu le danger bien avant moi. Elle m'avait protégé alors que j'aurais dû la protéger, elle. « Je suis désolé », chuchotai-je en lui serrant les mains. « Désolé de ne pas avoir vu. »« Ce n'est pas ta faute, » dit Chloé, avec une maturité qui me surprit. « Il a trompé tout le monde. Il était très doué pour ça. » À ce moment-là, mon téléphone vibra avec un nouveau message. C'était encore Luc. « La police a trouvé du sang dans la chambre de Chloé. Hélène, qu'as-tu fait? S'il te plaît, dis-moi que vous allez bien toutes les deux. » Je montrai le message à Chloé, qui pâlit. « Du sang? Il n'y avait pas de sang dans ma chambre. »« Il place des preuves, » conclus-je, sentant une nouvelle terreur. « Il essaie de faire croire que je t'ai blessé. Ou pire, cela portait tout à un nouveau niveau de danger. Luc n'essayait pas seulement de me faire passer pour instable, il m'incriminait pour un crime que je n'avais pas commis. « Partons d'ici, » dit Chloé, en commençant à se lever. « Et si la police vient nous chercher ici ?»« Non, » répondis-je fermement. Sophie a dit d'attendre. « Si nous partons maintenant, cela donnera seulement l'impression que nous fuyons, ce qui donnera plus de crédibilité au mensonge de Luc. » C'est alors que je vis, de l'autre côté de la cafétéria, 2 policiers en uniforme entrer et regarder autour d'eux comme s'ils cherchaient quelqu'un. « Maman !» chuchota Chloé, remarquant également les policiers. « Calme-toi » l'instruisis-je, bien que mon propre cœur batte la chamade. « Nous n'avons rien fait de mal, nous avons des preuves. Nous allons leur parler, mais très prudemment. » Les policiers nous repérèrent et commencèrent à s'approcher de notre table. Je vis la reconnaissance dans leurs yeux. Ils avaient probablement notre description, être même des photos. « Madame Hélène Dubois ?» demanda l'un d'eux en s'arrêtant à notre table. « Oui, c'est moi » répondis-je, gardant ma voix aussi calme que possible. « Votre mari est très inquiet pour vous et votre fille » dit-il, son ton professionnel mais prudent. « Il a signalé que vous avez quitté la maison dans un état agité, mettant potentiellement la mineure en danger. » Avant que je puisse répondre, Chloé intervint. « C'est un mensonge.
Mon beau-père essaie de nous tuer. J'ai des preuves. Les policiers échangèrent des regards sceptiques après la déclaration emphatique de Chloé. Le plus âgé, un homme d'environ 50 ans, avec des cheveux grisonnants sur les tempes, fronça les sourcils. « C'est une accusation très grave, jeune fille, » dit-il, son ton maintenant plus grave. « Nous avons des preuves, » insistai-je, gardant ma voix basse mais ferme. Ma fille a trouvé un flacon de poison dans le bureau de mon mari, ainsi qu'un calendrier détaillant comment et quand il prévoyait de me tuer aujourd'hui. Le policier plus jeune, qui était resté silencieux jusqu'alors, fit un pas en avant. « Madame, votre mari nous a informé que vous pourriez traverser des problèmes psychologiques, dit-il en choisissant soigneusement ses mots. Il a dit que vous avez déjà eu des épisodes similaires. » La rage bouillonna en moi. Luc avait parfaitement préparé le terrain. « C'est absurde. Je n'ai jamais eu d'épisode, » répondis-je en luttant pour garder mon sang-froid. « Mon mari vous ment parce que nous avons découvert ses plans. » Chloé prit son téléphone. « Regardez, » dit-elle, montrant les photos qu'elle avait prises. C'est le flacon que j'ai trouvé caché dans son bureau, et ce papier est le calendrier avec les horaires de quand il allait m'empoisonner. Les policiers examinèrent les photos, leurs expressions difficiles à lire. « Ça ressemble à un flacon ordinaire, » observa le plus âgé. « Quant au papier, ça pourrait être n'importe quelle note. Je ne vois rien qui indique explicitement un plan de meurtre. » Je sentis le désespoir grandir. Il ne nous prenait pas au sérieux. « Vous ne comprenez pas, » insistai-je. « Il nous a isolés pendant des mois. Il contrôle nos finances, nos déplacements. Nous avons récemment découvert qu'il est en faillite et qu'il détourne mon argent vers des comptes secrets. »« Maman !» interrompit Chloé en désignant l'entrée de la cafétéria. « C'est Maître Laurent. » Je regardai dans la direction indiquée et vis mon amie marcher rapidement dans notre direction. Même après tant d'années, je la reconnaîtrais n'importe où. Grande, la posture assurée, vêtue impeccablement d'un blazer bleu marine, malgré le fait que ce soit un samedi. Son regard déterminé m'apporta un immense soulagement. « Hélène, » dit-elle, en s'arrêtant à nos côtés et en évaluant immédiatement la situation. « Je vois que la police est déjà là. »« Qui êtes-vous, madame ?» demanda le policier plus âgé. « Maître Sophie Laurent, » répondit-elle en tendant une carte professionnelle. « Avocate pénaliste. Je représente madame Hélène Dubois et sa fille, Chloé. » Les policiers semblèrent immédiatement réajuster leur approche. « Maître, nous avons reçu une plainte de monsieur Luc Dubois alléguant que sa femme est mentalement instable et peut représenter un danger pour la mineure, » expliqua le policier. « Je comprends, » dit Sophie avec un léger sourire. « Et vous avez considéré, bien sûr, que monsieur Dubois pourrait faire de fausses accusations pour couvrir ses propres crimes, n'est-ce pas ?» Le silence des policiers fut révélateur. « Mettons quelques points au clair, » continua Sophie en s'asseyant à mes côtés. « Mes clientes ont des preuves photographiques de substances potentiellement mortelles et une documentation écrite suggérant un plan pour empoisonner madame Dubois. De plus, la mineure, mademoiselle Chloé, a été témoin d'une conversation téléphonique au cours de laquelle monsieur Dubois discutait explicitement de ses plans. Les policiers semblèrent considérer cette nouvelle information, mais toujours hésitants. « Avez-vous un mandat pour emmener mes clientes ?» demanda Sophie directement. « Non, maître, » admit le policier plus âgé. « Nous enquêtons simplement sur une personne potentiellement disparue après le récit de monsieur Dubois. »« Bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est disparu, » répondit Sophie sèchement. « Mes clientes sont en bonne santé et en sécurité, loin d'une menace crédible pour leur vie. Monsieur Dubois a mentionné du sang trouvé dans la chambre de la mineure, » commenta le policier plus jeune en regardant Chloé. Il s'est dit inquiet que la mère ait pu faire quelque chose. Chloé laissa échapper un rire nerveux. « C'est ridicule. Il n'y avait pas de sang dans ma chambre. Il place des preuves. J'aimerais vérifier si la mineure va bien, » insista le policier. « Elle va clairement bien, » répondit Sophie, « et elle est sous ma protection légale. À ce stade, je suggère que vous retourniez au commissariat et que vous enregistriez une contre-plainte que je vais déposer dès maintenant. Tentative d'homicide, falsification de preuves et fausse dénonciation de crime contre monsieur Luc Dubois. » Les policiers parurent mal à l'aise, mais n'insistèrent pas. « Nous aurons besoin que vous comparaissiez au commissariat pour faire une déposition, » dit finalement le policier plus âgé. « Bien sûr, » accepta Sophie, « nous y serons dans 1 heure. Maintenant, si vous le permettez, nous devons nous entretenir en privé. » À contre-cœur, les policiers s'éloignèrent, non sans lancer des regards inquiets dans notre direction. À peine nous sommes-nous retrouvés seuls, Sophie me prit les mains sur la table. « Hélène, la situation est pire que je ne l'imaginais, dit-elle à voix basse. Luc a agi rapidement.
Il construit un dossier contre toi, essayant de te dépeindre comme une femme instable qui pourrait blesser sa propre fille. Qu'allons-nous faire ? Demandai-je, sentant la peur renaître. D'abord, nous avons besoin de preuves plus concrètes, répondit Sophie. Les photos sont un début, mais il nous faut le vrai flacon et une analyse qui prouve qu'il contient du poison. Et nous devons trouver plus de preuves des manœuvres financières de Luc. Mais comment ? Questionna Chloé. Nous ne pouvons pas retourner à la maison. Vous n'en avez pas besoin, assura Sophie. Je vais demander un mandat de perquisition immédiatement. J'ai des contacts qui peuvent accélérer cela, surtout en considérant qu'il y a une mineure potentiellement en danger. Elle fit une pause, me regardant sérieusement. Hélène, tu dois être forte maintenant. Luc va jouer salement. Il va ressortir tout ce qui pourrait te discréditer. De petites disputes, des moments de stress, tout ce qui peut être déformé pour te faire paraître instable. J'ai dégluti, réalisant la gravité de la situation. Comment a-t-il réussi à me tromper si complètement ? Murmurai-je, plus pour moi-même que pour Sophie. Des gens comme Luc sont des maîtres de la manipulation, répondit-elle. Des sociopathes fonctionnels qui peuvent maintenir une façade parfaite pendant des années. Ne te blâme pas de ne pas avoir remarqué. À ce moment-là, mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Luc. Hélène, la police vous a trouvé. J'arrive au centre commercial maintenant. Je veux juste aider. S'il te plaît, ne fais rien d'impulsif avant que j'arrive. Je montrai le message à Sophie, qui se mit immédiatement en alerte. Il vient ici, dit-elle en se levant. Nous devons partir maintenant. Où ? Demandai-je en aidant Chloé à rassembler ses affaires. Au commissariat, répondit Sophie. C'est l'endroit le plus sûr en ce moment. Luc n'essaiera rien là-bas. Et nous pourrons déposer officiellement notre plainte avant qu'il n'arrive. Nous quittâmes rapidement la cafétéria, prenant le chemin le plus long vers le parking pour éviter l'entrée principale. Sophie nous guida jusqu'à sa voiture, une berline noire discrète, et nous fûmes bientôt en route vers le commissariat. Pendant le trajet, Chloé me serra fermement la main, son visage pâle mais déterminé. Je me suis souvenu comment elle m'avait sauvé la vie aujourd'hui avec cette simple note. Combien d'autres épouses n'avaient pas eu la même chance ? Combien n'avaient pas réalisé le danger avant qu'il ne soit trop tard ? Le commissariat était relativement calme pour un samedi. Sophie nous conduisit directement au bureau du commissaire, avec qui elle semblait avoir une bonne relation professionnelle. « Commissaire Martin », salua-t-elle l'homme d'âge moyen assis derrière le bureau. « Nous avons une situation grave ici. » Le commissaire nous regarda avec curiosité, nous invitant à nous asseoir. « Mes clientes sont menacées par le mari de Madame Dubois », expliqua Sophie succinctement. Nous avons des preuves qu'ils prévoyaient de l'empoisonner aujourd'hui lors d'un événement à leur domicile. Le commissaire haussa les sourcils, surpris par la gravité de l'accusation. C'est une accusation sérieuse, maître Laurent. Et nous avons des preuves sérieuses, répliqua-t-elle en faisant signe à Chloé de montrer les photos. Le commissaire examina les images avec plus d'attention que ne l'avaient fait les policiers à la cafétéria. Pendant qu'il analysait, Sophie continua. Nous pensons également que M. Dubois détourne l'argent de Mme Dubois et pourrait être impliqué dans des fraudes financières. Il a tenté de discréditer ma cliente, alléguant une instabilité mentale qui n'a jamais été diagnostiquée ou traitée. « Je comprends », répondit le commissaire en rendant le téléphone à Chloé. « Nous avons besoin de plus que des photos, maître Laurent. Nous avons besoin du flacon, d'analyses toxicologiques, de preuves concrètes. C'est exactement pourquoi je demande un mandat de perquisition pour la résidence, dit Sophie en lui remettant des documents qu'elle avait préparés en chemin. Il y a une mineure en danger et nous avons des raisons de croire que M. Dubois est en train de placer de fausses preuves en ce moment même. Le commissaire commença à lire les documents quand un murmure se forma à l'entrée du commissariat. À travers la vitre du bureau, je vis Luc entrer, accompagné des mêmes policiers qui nous avaient abordés au centre commercial. Son visage était le masque parfait de l'inquiétude et du soulagement en nous voyant. « Hélène, Chloé !» s'exclama-t-il en essayant d'entrer dans le bureau, empêché par un policier à la porte. « Dieu merci, vous allez bien. » Le commissaire regarda Luc, puis nous, essayant clairement d'évaluer la situation. « C'est l'homme en question ?» demanda-t-il. « Oui, confirmai-je, sentant mon corps se tendre instinctivement. « C'est Luc Dubois, mon mari. » Le commissaire fit signe de laisser entrer Luc. Il s'approcha, essayant d'embrasser Chloé, qui recula visiblement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son expression de confusion si convaincante que si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais douté de moi-même. « Hélène, pourquoi as-tu fui de cette façon ?» Les invités étaient si inquiets. J'étais désespéré.
Monsieur Dubois, intervint le commissaire. Madame Dubois et son avocate déposent une plainte contre vous, pour tentative d'homicide. Luc parut sincèrement choqué, me regardant, puis le commissaire, puis de nouveau moi. C'est absurde, s'exclama-t-il. Hélène, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de ce médicament. Je t'ai déjà expliqué que c'était juste pour aider avec tes crises d'angoisse. Cow medicament? Demanda le commissaire, maintenant plus intéressé. Hélène a des problèmes, expliqua Luc, sa voix s'adoucissant comme s'il était réticent à partager quelque chose de douloureux. Anxiété, paranoïa. Le médecin lui a prescrit un tranquillisant léger. Elle croit que j'essaie de la droguer, mais ce n'est que le médicament que le docteur Santos a prescrit. Je sentis un frisson dans mon dos. Son récit était si plausible, si soigneusement construit. C'est un mensonge, répondis-je, ma voix tremblante de rage. Je n'ai jamais eu de problème d'anxiété. Je n'ai jamais consulté ce soi-disant docteur Santos. Il invente tout ça. Luc soupira lourdement, comme s'il avait affaire à un enfant difficile. Vous voyez, dit-il au commissaire, elle nie sa condition depuis des mois, elle refuse même de prendre ses médicaments régulièrement, ce qui ne fait qu'empirer les épisodes. Monsieur Dubois, interrompit Sophie, sa voix tranchante comme un rasoir, ma cliente n'a jamais été diagnostiquée avec un quelconque trouble psychologique. Pouvez-vous présenter les dossiers médicaux qui prouvent vos allégations? Luc hésita un instant, presque imperceptiblement, mais c'était là. Je peux les demander au docteur Santos lundi, répondit-il. Mais ce n'est pas le plus important maintenant. Je suis inquiet pour Hélène et Chloé. Je veux juste les ramener à la maison en sécurité. Ce ne sera pas possible pour le moment, déclara le commissaire, à mon grand soulagement. Nous avons des accusations graves des deux côtés qui doivent être enquêtées. C'est alors que Chloé, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva brusquement. J'ai tout entendu, dit-elle en regardant Luc droit dans les yeux. Je vous ai entendu au téléphone hier soir, planifiant d'empoisonner ma maman. Vous avez dit que ça ressemblerait à une crise cardiaque. Vous avez dit qu'après, vous vous occuperiez de moi. Vous êtes un menteur. L'expression de Luc changea un instant. Un éclair de fureur rapidement masqué par l'inquiétude. « Chloé, ma chérie, dit-il doucement, tu as du mal comprendre. Je parlais d'affaires au téléphone. Peut-être que tu as entendu une partie de la conversation et que tu as confondu. Je n'ai rien confondu, rétorqua Chloé, sa voix ferme malgré les larmes qui commençaient à se former. Vous vouliez tuer ma maman pour l'argent de l'assurance. Vous êtes en faillite, j'ai vu les documents. Le visage de Luc se durcit légèrement. Hélène, dit-il en se tournant vers moi, tu vois ce que tu fais? Tu mets des idées dans la tête de Chloé, tu la fais croire à ses folies. C'est de l'abus psychologique. Avant que je puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Un policier entra, tenant une enveloppe. « Commissaire, dit-il, nous venons de recevoir les résultats préliminaires de l'expertise à la résidence Dubois. Vous voudrez voir ça. » Le commissaire ouvrit l'enveloppe et examina son contenu avec une expression grave. La tension dans la pièce était palpable. Luc, immobile comme une statue, Chloé, agrippant ma main avec force, Sophie, observant attentivement chaque réaction. « Intéressant, » murmura finalement le commissaire, regardant directement Luc. « Monsieur Dubois, vous avez mentionné du sang dans la chambre de la mineure, n'est-ce pas ?» Luc acquiesça, son expression d'inquiétude parfaitement composée. « Oui, quand je suis entré dans la chambre après qu'Hélène et Chloé se soient enfuies, j'ai remarqué des taches sur la moquette. J'ai désespéré, imaginant le pire. Curieux, continua le commissaire en posant les papiers sur le bureau, parce que selon cette analyse préliminaire, le sang trouvé dans la chambre a moins de 2 heures, et l'analyse du groupe sanguin ne correspond ni à celui de Madame Dubois, ni à celui de la mineure. Je vis le masque de Luc vaciller un instant. Je ne comprends pas, balbutia-t-il. Comment est-ce possible? Le sang, expliqua le commissaire posément, correspond à votre groupe sanguin, monsieur Dubois, ce qui suggère fortement que c'est vous qui l'avez placé là. Un silence lourd tomba sur la pièce. Luc semblait calculer rapidement son prochain coup. C'est impossible, dit-il finalement. Il doit y avoir une erreur dans les tests. Je ne me suis même pas coupé aujourd'hui. En fait, continua le commissaire, l'expertise a trouvé une petite fiole de sang cachée au fond de votre tiroir à chaussettes. Il semble que vous ayez recueilli votre propre sang à l'avance. Le visage de Luc pâlit visiblement. De plus, poursuivit le commissaire, nous avons trouvé ceci. Il sortit de l'enveloppe une photo du flacon ambré que Chloé avait photographié, maintenant dans un sac de preuves. Le contenu est en cours d'analyse, mais les tests préliminaires
indique la présence d'une substance similaire à l'arsenic. Pas exactement ce qu'on s'attend à trouver dans un remède contre l'anxiété, n'est-ce pas, monsieur Dubois? Is a Mostend? Luc se leva brusquement, son visage contorsionné dans un mélange de rage et de panique. C'est un montage, un piège. Hélène a dû placer ça. Quand exactement aurait-elle fait ça? Demanda Sophie tranquillement, considérant qu'elle et Chloé sont ici depuis plus de 2 heures et que, selon vos propres mots, elles ont fui la maison ce matin? Luc regarda autour de lui comme un animal piégé. Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix maintenant tremblante. Hélène n'est pas celle que vous pensez. Elle est manipulatrice. Elle me vole depuis des mois. Curieux que vous mentionniez le vol, interrompit le commissaire. Parce que nous avons également trouvé des documents bancaires assez intéressants dans votre bureau. Des transferts réguliers du compte joint vers un compte offshore aux îles Caïmans. C'était comme assister à l'effondrement d'un château de cartes. Chaque nouvelle révélation détruisait la façade soigneusement construite par Luc. Son visage, autrefois le portrait de l'inquiétude amoureuse, révélait maintenant ce qui avait toujours été caché sous la surface, une rage froide, calculatrice, méprisante. Tout cela a une explication, insista-t-il, mais sa voix n'avait plus la même conviction. J'en suis sûr, répondit le commissaire en se levant, et vous aurez amplement l'occasion de tout expliquer formellement. Luc Dubois, vous êtes placé en garde à vue pour tentative d'homicide, falsification de preuves, fausse dénonciation de crime et fraude financière. Le commissaire fit un signe aux policiers qui attendaient à la porte. Ce fut comme si un interrupteur avait été actionné à l'intérieur de Luc. En un instant, toute la façade de l'homme inquiet disparut complètement. Son visage se tordit en une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une méchanceté pure, une haine brute dirigée contre moi. « Salope stupide !» cria-t-il en avançant dans ma direction. « Tu as tout gâché !» Les policiers l'attrapèrent avant qu'il ne puisse m'atteindre, mais pas avant que je ne voie enfin le vrai Luc, le monstre qui s'était caché derrière des sourires et de fausses démonstrations d'affection pendant 2 ans. « Tu croyais vraiment que je t'aimais ?» grogna-t-il en luttant contre les policiers qui le tenaient. « Une prof médiocre avec une adolescente à problème. Tu ne valais rien de plus que ton argent et l'assurance vie. » Chloé se blottit contre moi, tremblante face à la violence de cette explosion. Je la serrais dans mes bras, protectrice, observant en état de choc les policiers menotter Luc qui continuait de hurler des obscénités. « Emmenez-le d'ici !» ordonna le commissaire. Et les policiers traînèrent Luc hors de la pièce, ses cris résonnant dans le couloir. Quand la porte se referma, un silence lourd s'installa. Le commissaire se tourna vers nous avec une expression mêlant regret et soulagement. « Madame Dubois, je pense que vous et votre fille devrez faire des dépositions formelles. Mais avant, je voudrais m'excuser personnellement pour ce qui vient de se passer. » J'acquiesçai machinalement, encore en train de traiter la transformation dont j'avais été témoin. Cet homme qui criait des insultes n'était pas le Luc que je connaissais ou que je croyais connaître. C'était comme si j'avais vécu avec un étranger pendant 2 ans, dormi à côté d'un prédateur toutes les nuits. « Hélène, » dit Sophie doucement, en me tenant la main. « Ça va ? » ?»« Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je crois qu'il me faudra du temps pour comprendre tout ça. » Le commissaire nous offrit de l'eau et suggéra que nous nous reposions un peu avant de faire les dépositions formelles. J'acceptai, serrant Chloé dans mes bras, qui semblait en état de choc. « Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, » lui chuchotai-je. « Je ne l'oublierai jamais. » Elle hocha simplement la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard de dépositions, de formulaires et de procédures bureaucratiques. Je racontai tout en détail. Comment j'avais rencontré Luc après mon divorce. Comment il m'avait conquise avec son apparente gentillesse et sa sécurité. Comment il avait progressivement commencé à contrôler nos finances et à nous isoler de nos amis et de notre famille. Chloé décrivit ce qu'elle avait entendu cette nuit fatidique, comment elle avait trouvé les documents et le flacon, et comment elle avait pris la courageuse décision de me passer cette note. Fait semblant d'être malade et part. 5 mots simples qui avaient tout changé, qui m'avaient sauvé d'un destin terrible. L'expertise continua à travailler dans notre maison toute la nuit, découvrant d'autres preuves de la fraude financière étendue de Luc. Il avait systématiquement transféré presque tout l'argent que je possédais sur des comptes secrets. Il avait falsifié ma signature sur des documents. Il avait même souscrit l'assurance vie d'1 million d'euros sans ma véritable connaissance. J'avais signé en pensant qu'il s'agissait d'une assurance habitation. Le test du flacon confirma ce que nous savions déjà. Il contenait un mélange d'arsenic et d'autres substances qui, si ingérées, causeraient des symptômes similaires à ceux d'une crise cardiaque.
Une mort apparemment naturelle qui n'éveillerait pas les soupçons. Quand nous eûmes enfin terminé au commissariat, il était plus de minuit. Luc avait été formellement mis en examen et attendrait son audience de détention provisoire. Sophie nous emmena chez elle, insistant sur le fait que nous ne pouvions pas retourner dans notre maison. Non seulement parce que c'était encore une scène de crime, mais aussi parce que les souvenirs seraient trop douloureux. « Vous pouvez rester avec moi aussi longtemps que nécessaire », dit-elle en nous montrant la chambre d'amis. « Demain, nous réfléchirons à la suite. » Cette nuit-là, allongé à côté de Chloé dans le lit de Sophie, je ne pus dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Luc se transformer. Je voyais la haine dans ses yeux quand sa mascarade s'est finalement effondrée. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas remarqué les indices qui étaient juste devant moi? « Maman !» chuchota Chloé dans le noir, sa voix petite et vulnérable. « Tu crois qu'il ne nous a jamais aimés? Même pas un tout petit peu ?» La question me brisa le cœur. Malgré tout, Chloé était encore une adolescente qui avait perdu une figure paternelle. D'abord son propre père lors du divorce, et maintenant Luc de cette manière horrible. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondis-je honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que le problème n'était pas en nous, il était en lui. Certaines personnes sont comme ça, incapables d'aimer vraiment, ne voyant les autres que comme des instruments pour leur propre fin. Elle resta silencieuse, un long moment. « Comment allons-nous avancer, maman ?» demanda-t-elle finalement. C'était la question à 1 million d'euros. Comment reconstruire notre vie après une trahison si profonde? Comment refaire confiance à quelqu'un un jour à la fois, répondis-je en la serrant dans mes bras. Ensemble, toujours ensemble. Dans les semaines qui suivirent, nous découvrîmes toute l'étendue de la toile de mensonges de Luc. Il n'était pas l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être. Son entreprise était en faillite depuis des années. Il m'avait épousé spécifiquement pour mon héritage, l'appartement que j'avais vendu pour une somme considérable après la mort de mes parents. Chaque geste romantique, chaque déclaration d'amour, chaque moment que je croyais spécial, tout avait été calculé, faisant partie d'un plan froid et méthodique. L'enquête révéla également que je n'étais pas sa première victime. Il y avait eu une autre femme avant moi, une veuve décédée, naturellement, 6 mois après l'avoir épousée. À l'époque, personne n'avait rien soupçonné. Elle avait eu des problèmes cardiaques auparavant, donc une crise cardiaque n'avait pas alerté. Luc avait tout hérité, l'avait rapidement dépensé, puis avait trouvé sa prochaine proie, moi. Le procès fut un spectacle médiatique. L'histoire d'un mari qui prévoyait d'empoisonner sa femme pour de l'argent, empêché seulement par l'alerte d'une adolescente courageuse, captiva l'attention du public. Chloé et moi dûmes revivre ce jour terrible de nombreuses fois, dans des dépositions, des entretiens avec les procureurs, au tribunal même. Mais contrairement à ce que je craignais, le processus, bien que douloureux, fut aussi une forme de catharsis. Chaque révélation, chaque preuve présentée m'aidait à comprendre que je n'étais pas coupable, que je n'étais pas stupide de ne pas avoir remarqué. Luc était un sociopathe habile, un prédateur qui avait perfectionné son art au fil des ans. La sentence, quand elle tomba finalement, fut lourde. 30 ans pour tentative d'homicide qualifié, plus 15 ans pour fraude financière, avec de forts indices de participation à la mort de l'ex-épouse, toujours en cours d'enquête. 6 mois après ce samedi fatidique, Chloé et moi avons emménagé dans un nouvel appartement dans un autre arrondissement. Il était plus petit que la maison que nous partagions avec Luc, mais il était à nous, un espace libre de souvenirs toxiques, un nouveau départ. Ce matin-là, en déballant des livres, j'ai trouvé un petit bout de papier plié entre les pages d'un roman. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Chloé, et les mots m'ont ramené à ce moment crucial. Fais semblant d'être malade et pars. J'ai gardé la note soigneusement dans une petite boîte en bois que je gardais sur ma table de chevet. Un rappel permanent non seulement du danger que nous avions affronté, mais aussi de la force que nous avions découverte en nous-mêmes pour le surmonter. 1 an s'est écoulé depuis le jour de la note. La vie a suivi son cours comme elle le fait toujours, même après les événements les plus traumatisants. Chloé et moi avons trouvé une nouvelle normalité, bien que portant les cicatrices invisibles de cette terrible expérience. Un samedi après-midi particulièrement ensoleillé, nous étions dans la cuisine de notre appartement à préparer le déjeuner ensemble, quelque chose qui était devenu un rituel hebdomadaire pour nous. J'observais Chloé couper des tomates avec précision, son visage concentré sur la tâche. Elle avait tellement grandi cette année, non seulement physiquement, mais en maturité et en force intérieure. « Je t'échange mes pensées contre les tiennes », dit-elle, remarquant mon regard. « Je pensais à la chance que nous avons.
répondis-je, nous surprenant toutes les deux par la sincérité de ces mots. Chloé haussa un sourcil, incrédule. Chanceuse? Après tout ce que nous avons traversé avec ce monstre? J'acquiesçai, posant la cuillère en bois sur le comptoir et me tournant complètement vers elle. Oui, chanceuse. Pas d'avoir trouvé Luc, évidemment, mais d'avoir survécu, de nous avoir l'une l'autre, d'avoir été assez courageuse pour me sauver ce jour-là. Une rougeur monta au cou de Chloé. Même après 1 an, elle se sentait encore mal à l'aise quand je mentionnais son courage. « N'importe qui aurait fait la même chose », murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas vrai », insistai-je. Beaucoup de gens auraient été paralysés par la peur. Ils auraient douté de ce qu'ils avaient entendu, ils auraient attendu plus de preuves. Toi, tu as agi de manière décisive et tu m'as sauvé la vie. Chloé sourit timidement, reportant son attention sur les tomates. « Tu sais ce que le docteur Bertha a dit en thérapie cette semaine ?» demanda-t-elle, changeant légèrement de sujet. Elle a dit que les survivants de traumatisme développent souvent un 6e sens pour détecter le danger. Que c'est peut-être pour ça que j'ai toujours senti quelque chose de bizarre avec Luc, même quand tu ne voyais rien. Le docteur Bertha était notre thérapeute. Oui, nous avions décidé de suivre une thérapie ensemble après le traumatisme. L'une des meilleures décisions que nous ayons prises. Elle a raison, acceptai-je. Tu as toujours été sensible aux gens qui t'entourent, même quand tu étais petite, et après le divorce difficile avec ton père. Je laissais la phrase mourir dans l'air, ne voulant pas ramener d'autres souvenirs douloureux. Le divorce de mon premier mari avait été turbulent. Il avait complètement abandonné ses responsabilités paternelles. Chloé n'avait que 9 ans à l'époque, et le rejet avait laissé des traces. Oui, je crois que j'ai appris à reconnaître les hommes qui ne sont pas fiables, dit-elle avec une sagesse dépassant son âge. Nous avons continué à préparer le déjeuner dans un silence confortable, chacune perdue dans ses propres pensées. L'appartement était rempli de lumière naturelle. L'odeur d'épices fraîches emplissait l'air, et il y avait une sensation de paix que j'avais longtemps pensé ne plus jamais ressentir. La sonnette retentit, interrompant notre moment. « Ça doit être Sophie », commentai-je en regardant l'heure. « Elle arrive toujours en avance. » Sophie était devenue plus que notre avocate. Elle était une amie proche, une présence constante dans notre parcours de guérison. Nous dînions ensemble au moins 1 fois par mois, une tradition qui avait commencé comme un moyen de discuter des aspects juridiques continus de l'affaire, mais qui avait évolué en une amitié sincère. J'ouvris la porte et la voilà, tenant une bouteille de vin et une expression animée. « J'ai des nouvelles », annonça-t-elle en entrant, et en me serrant dans ses bras avant de faire de même avec Chloé. « De bonnes nouvelles pour changer. » Nous nous assîmes dans le salon, curieuses de savoir ce qui avait rendu Sophie si enthousiaste. La police a enfin obtenu les preuves manquantes sur la mort de Luciana, la première femme de Luc, expliqua-t-elle, faisant référence à la veuve décédée mystérieusement. Ils ont exhumé le corps et ont trouvé des traces d'arsenic préservées dans ses cheveux et ses ongles. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. La confirmation que Luc avait, en fait, assassiné une femme avant d'essayer de faire de même avec moi était troublante, mais apportait aussi un étrange sentiment de validation. Ça veut dire, commençai-je, peinant à formuler la question. Ça veut dire qu'il sera jugé pour homicide qualifié, confirma Sophie. Ce qui, compte tenu de sa condamnation actuelle et des nouvelles preuves, aboutira probablement à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Chloé laissa échapper un soupir audible. Donc, il ne sortira jamais? Jamais, assura Sophie avec fermeté. Il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. La nouvelle aurait dû m'apporter uniquement du soulagement, mais je découvris que mes sentiments étaient plus complexes. Il y avait aussi de la tristesse, non pas pour Luc, mais pour les vies qu'il avait détruites, y compris celle de Luciana, qui n'avait pas eu la chance d'avoir une Chloé pour la sauver. Il y a autre chose, continua Sophie, son ton devenant plus léger. La vente de l'immobilier de Luc a finalement été conclue. Dans le cadre de l'accord de restitution, la valeur totale vous sera transférée. Ce n'est pas tout ce qu'il a volé, mais c'est un début. Je regardai Chloé, qui semblait tout aussi surprise. « Combien ?» demandai-je. « Environ 1 demi-million d'euros, » répondit Sophie. « Assez pour garantir que Chloé puisse aller dans n'importe quelle université de son choix et pour vous donner une sécurité financière que vous aviez perdue. C'était une somme considérable, surtout après 1 an à vivre de manière extrêmement économique, en utilisant seulement ce qui restait de mes économies et mon salaire de professeur d'université. « Je ne sais pas quoi dire, » murmurai-je. « Dis qu'on va célébrer avec ce vin, » suggéra Sophie en levant la bouteille qu'elle avait apportée.
et qu'on peut enfin tourner cette page et regarder vers l'avenir. Wenche. Pendant que Sophie ouvrait le vin et que Chloé finissait de préparer le déjeuner, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert la petite boîte en bois où je gardais la note qui m'avait sauvé la vie. J'ai regardé ces 5 mots un long moment, réfléchissant à la façon dont quelque chose de si petit et si simple avait complètement changé le cours de nos vies. Fait semblant d'être malade et part. Si Chloé n'avait pas été assez observatrice pour percevoir les signes, si elle n'avait pas été assez courageuse pour agir, je frissonnais en pensant à l'alternative. Je suis retourné au salon où Sophie et Chloé discutaient vivement des projets universitaires qui semblaient maintenant beaucoup plus réalisables. En les regardant, ma fille intelligente et courageuse, mon amie loyale et féroce, je sentis une vague de gratitude si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. « Un toast !» dis-je en levant mon verre après que Sophie eut servi le vin. « Au nouveau départ, au nouveau départ !» répétèrent-elles à l'unisson. Alors que nous savourions notre déjeuner, parlant de l'avenir plutôt que du passé, je réalisais que bien que les cicatrices resteraient, elles étaient devenues des marques de survie, pas seulement de traumatisme. Luc avait essayé de nous détruire, mais au final, sa trahison nous avait renforcés de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. J'avais appris à faire de nouveau confiance à mes instincts, à reconnaître les signaux d'alerte dans les relations et, plus important encore, à valoriser la force qui était en moi. Une force qui avait toujours été là, mais que je n'ai découverte que lorsque j'en ai eu le plus besoin. Chloé était passée d'une adolescente peu sûre d'elle à une jeune femme confiante qui connaissait sa propre valeur. La thérapie l'avait aidée à traiter non seulement le traumatisme avec Luc, mais aussi l'abandon de son père biologique. Elle parlait maintenant d'étudier la psychologie, inspirée par la façon dont la thérapie nous avait aidés à guérir. « Maman !» dit Chloé alors que nous faisions la vaisselle ensemble après le déjeuner, Sophie aidant à ranger les assiettes propres. « Tu te souviens de cette conversation que nous avons eue à l'hôpital, juste après que tout soit arrivé ?» J'acquiesçais, me souvenant des jours brumeux après l'arrestation de Luc, lorsque nous avions toutes les deux passé des examens médicaux complets pour nous assurer qu'il n'avait pas commencé à nous empoisonner lentement, même avant ce jour fatidique. « Tu m'as demandé comment nous allions avancer, » continua Chloé, « et tu as dit, un jour à la fois, ensemble. »« Je me souviens, » répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. « Je crois qu'on y arrive, non ?» Elle sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux. « Avancer, je veux dire. »« Oui, » acceptai-je, la serrant dans mes bras avec des mains encore humides de détergent. « On y arrive, c'est certain. » Cette nuit-là, après le départ de Sophie et l'endormissement de Chloé, je me suis assise sur le balcon de notre appartement, observant les lumières de la ville. J'ai pensé à toutes les autres femmes qui pourraient, à ce moment précis, vivre avec leur propre Luc, inconscientes du danger sous leur propre toit. J'ai alors décidé que notre histoire devait être racontée, non seulement comme un avertissement, mais aussi comme un message d'espoir, pour montrer qu'il est possible de survivre à la pire des trahisons et de se reconstruire. Que les apparences sont trompeuses et que parfois, notre salut vient d'où on l'attend le moins, comme une simple note griffonnée à la hâte par une adolescente. Le lendemain, j'ai commencé à écrire ce récit. Notre histoire, l'histoire de la note qui m'a sauvé la vie. Et si vous lisez ceci maintenant, j'espère que vous emporterez avec vous deux leçons que j'ai apprises de la manière la plus difficile. Faites confiance à vos instincts quand quelque chose semble anormal, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Et ne sous-estimez jamais, jamais le pouvoir d'un petit acte de courage, comme les 5 mots que ma fille a écrits ce samedi matin-là. Des mots qui ont fait toute la différence entre la vie et la mort. Fait semblant d'être malade et part. Parfois, pour trouver votre vraie force, vous devez d'abord faire semblant de l'avoir. Et puis un jour, vous réalisez que vous ne faites plus semblant. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a laissé sans voix. Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.